Et on va commencer avec l'exposé de Luca Nekhotsrishvili. C'est un alumni d'Europhilosophie qui a fait son mémoire sur Lévinas et qui fait son doctorat aujourd'hui avec Interzones et qui travaille sur le corporalité. Jean-Luc Nancy. Hein? Jean-Luc Nancy. Ah oui, dans la philosophie de Jean-Luc Nancy. Donc je vais parler aujourd'hui des caractéristiques linguistiques les plus frappantes ou essentielles dans Autrement qu'être, que moi je considère comme les plus essentielles. Et je vais lier cette thématique avec ces problèmes de la traduction matérielle de cette œuvre. Je commence. Tout le monde est d'accord que lire Autrement qu'être est difficile. La plupart du temps, cette difficulté est attribuée au vocabulaire excessif et tordu du livre. L'ainsi appelé langage éthique empêcherait une nette distinction entre ce qui serait suggéré seulement de manière hyperbolique et ce qui serait le véritable contenu philosophique du discours extravagant de Lévinas. Un autre problème consiste au niveau thématique dans le caractère laborieux qui s'atteste, par exemple, dans le passage du tête-à-tête avec le prochain à la socialité impliquant l'arrivée du tiers. Mais peut-être ces difficultés paraîtront-elles moins problématiques si on prend en considération la gravité qui pèse sur la lecture de l'ouvrage en tant qu'elle se trouve incessamment confrontée à une profonde régressivité de l'écriture lévinasienne. D'après Étienne Ferron, Lévinas, je cite, rédige son texte comme s'il reprenait sans cesse son introduction, comme si toute l'œuvre n'était qu'une introduction, comme s'il s'agissait toujours d'annoncer et non d'expliquer. Ni déroulement linéaire, ni enroulement circulaire, que l'on pourrait emprunter à n'importe quel moment de son parcours, avec la certitude de retrouver ce qui a déjà été dit, Autrement qu'être se déploie comme un discours préliminaire, comme un prélude ou un préambule qui sans cesse s'interromprait pour recommencer de façon chaque fois nouvelle. Fin de citation. Pour cela, nous demandons avec Ferron si ce n'est pas la préoccupation philosophique même de Lévinas qui exigerait ce discours toujours préliminaire. Au lieu d'être pris simplement pour une forme, dissociable du contenu du livre, ce type de discours d'Autrement qu'être serait la réalisation même de la conception de Lévinas, voire même la difficulté de la saisie de cette conception consisterait dans le fait que la permanente régressivité de son exposition philosophique est indissociable du thème même qu'il tente d'exposer. Le couple conceptuel qui incarne cette duplicité thématique et performative est celui du dire et du dit, couple avec lequel Lévinas initie l'œuvre et à travers lequel précisément s'opère l'incessante interruption et recommencement du discours dans Autrement qu'être. Les analyses qui suivent auront pour tâche de démontrer que le livre en question doit être traité non pas comme un simple conteneur dans lequel seraient assemblées certaines idées qui auraient pu être exprimées autrement et dans un autre ouvrage quelconque, mais que cette œuvre réalise, œuvre au sens verbal, au niveau de son langage même, les thèmes qu'elle expose. Au lieu d'être simplement un ouvrage, Autrement qu'être est dans une unité de texte publié, peut-être plutôt une œuvre au sens d'un geste. C'est en ces termes que nous percevons la profonde originalité de ce livre et y voyons les présupposés nécessaires pour toute traduction adéquate et vigilante de cet ouvrage dans une langue étrangère. Autrement qu'être commence avec une mise en question de son propre commencement. Introduisant d'emblée les notions du dire et du dit, Lévinas se pose lui-même des barrières pour l'exposition des thèmes en question. Le langage, en tant que système linguistique, est présenté comme l'essence, le déroulement même de l'être, en tant que manifestation synchronisante. Ainsi, le dit acquiert la signification d'une fonction apophantique, d'un procédé synthétique qui rassemble les différents éléments du discours et permet que le discours soit cohérent. D'après Lévinas, l'essence, en tant que processus temporel diachronique, est en soi la verbalité même du verbe, dont la fonction consiste à proclamer, identifier et concentrer quelque chose en tant que quelque chose. L'indissociabilité de l'essence et du langage s'articule en tant qu'un processus de permanent mouvement de concentration synchronique à travers la dynamique ponctuelle des dits, des énoncés. L'ontologie, en tant que langage de l'essence, ou l'essence comme langage, se présente comme un terme absolu qui englobe dès le départ tout ce qui voudrait lui échapper, car les voies d'échappement aussi ne pourraient mener qu'à travers le langage. La subordination de tout, je cite, au système linguistique et à l'ontologie est le prix que demande la manifestation. Fin de citation.
La synchronie langagière qui totalise les termes pour garantir la cohérence de la pensée, c'est-à-dire pour garantir la cohérence en tant que condition même de toute pensée, doit donc nécessairement articuler en termes ontologiques ce qui serait autrement qu'être, et en tant que tel indicible, au-delà de la synchronie totale de l'essence, de la syntaxe de l'être. Or, Lévinas maintient que le langage, dans son déroulement diachronique d'un dit synchronique à l'autre, accuse un caractère diachronique plus profond qui, de sa part, n'est pas univoquement synchronisable dans le système langagier. Cet élément qui échappe à la syntaxe totalisante de l'ontologie est en même temps ce qui donne véritablement du sens à l'ontologie. L'ontologie n'étant capable de s'épuiser uniquement dans la condition tautologique d'un langage qui dit l'être parce qu'il dit l'être, la diachronie qui recueille synchroniquement les énoncés ontologiques les oriente déjà vers une signifiance absolument différente. C'est justement la notion du dire qui concentre en soi l'audace de vouloir signifier au-delà des catégories ontologiques. D'après les formules célèbres, le dire est l'avant-propos des langues, proximité de l'un à l'autre, engagement de l'approche, langage préoriginel, responsabilité de l'un pour l'autre. Le dire ne s'épuise nullement dans le fonctionnement apophantique du langage, parce que, je cite, l'apophansis suppose le langage qui répond de responsabilité et la gravité de cette réponse ne se mesure pas à l'être. Fin de citation. Le dire, dans son caractère préontologique, serait la motivation éthique de tout propos langagier, et en tant que l'autrement de l'être, ferait fonction d'une sorte d'auréole non ontologique autour de la constitution de l'être même. Pourtant, la négation de la priorité de l'ontologie et du langage ontologique ne peut s'articuler que moyennant le langage de manifestation des cohérences intellectives. D'après Lévinas, c'est précisément à cet endroit que la profonde signification du dire tend à se réduire à une simple corrélation au dire. L'ontologie, dans son travail de fixation thématique, submerge toujours déjà la signifiance de responsabilité que porte la diachronie non synchronisable de ce processus de thématisation. Ainsi, au début de l'ouvrage, nous voyons Lévinas négocier sur la pertinence de l'exposition d'un thème, à savoir le dire, qui toucherait à l'immaîtrisable diachronie de ce processus d'exposition même. Lors de ces négociations apparaissent les notions de trahison et de traduction qui assument la tâche d'une médiation entre des termes dont l'incompossibilité menacerait le départ même de l'œuvre. Si le langage ne peut pas autrement que se clore sur sa propre structure de synchronisation, et si nous ne pouvons pas autrement que nous servir de ce langage, ou bien nous acceptons qu'il faut taire l'indicible, ou bien nous demandons à ce même langage, et à rien d'autre de dégager ce qui contredirait à sa propre diction. D'après Lévinas, je cite, dans le langage, comme dit, tout se traduit devant nous, fut surpris d'une trahison. Or, dans ce contexte, la notion de la trahison revêt une double fonction. D'un côté, le dit ontologique trahit le dire dans le sens que le dit falsifie la signification préontologique du dire ou le cours, et de l'autre, le dit, dans ce mouvement de falsification même, et malgré l'hermétisation synchronique, fait échapper quelque chose qui décèle une diachronie non réduisable au dit. Pourtant, Lévinas souligne que c'est toujours dans le registre du dit que se montre soit cette exception de la totalité ontologique, soit la fonction du langage en guise de syntaxe de l'essence. Ici, la notion de traduction trahit une autre ambivalence que celle de la notion de trahison. Ambivalence, d'ailleurs, méthodologiquement fondamentale pour la démarche lévinassienne. D'un côté, le langage, l'essence même de l'être, est supposé de traduire sans cesse ce qui serait autrement qu'être et de rendre impossible que cet autrement, s'adressant inévitablement au langage, soit articulé autrement que d'après la dictée ontologique du dit. Or, de l'autre côté, cette prétendue impossibilité d'une sortie de la totalité ontologique compromet la pertinence même d'un appel à une idée quelconque de traduction. Quel droit a-t-on de nous référer à un original si nous nous trouvons devant une traduction dont on aurait toujours déjà perdu l'original ? Qu'est-ce qui pourrait servir d'instrument pour un déchiffrement de cette traduction et pour la reconstruction de l'original ? C'est justement cette aporie que Lévinas comme le fondement positif de sa démarche. Il en fait le chemin à parcourir et il en dégage la justification même soit de sa méthode, soit de la pertinence de son but philosophique. Les apories de traduction et trahison se trouvent encastrées dans la méthode de réduction phénoménologique dont Lévinas fait un usage assez particulier. Chez lui, l'idée de réduction, avec le but d'une mise en lumière d'une dimension transcendantale, est explicitement appliquée à la sphère du langage et se présente comme la réduction de la trahison langagière qu'opère la traduction du dire en dit. Précisément, par la réduction phénoménologique, Lévinas veut démontrer que, je cite, la péripétie apophantique du dire
c'est-à-dire son attachement nécessaire à la sphère du dit, n'est pas une raison suffisante pour accepter l'idée d'une impossibilité absolue d'un autrement qu'être. D'après Lévinas, la traduction du dire préontologique en termes ontologiques est motivée, je cite, par la vocation préoriginelle du dire, par la responsabilité elle-même, dont l'attestation et la diachronie à son tour non synchronisables du processus langagier. C'est dans cette profonde passivité de sa temporalisation, dans son flux malgré la volonté de la maîtrise du sujet, que Lévinas entrevoit une transcendance qui mène au-delà de la synchronie. La passivité d'une obligation, d'avant tout engagement volontaire, de dire quelque chose et de faire des propositions, et cette diachronie non synchronisable en tant que responsabilité pré-ontologique de laquelle je réponds à l'autre homme et qui fait tendre le langage justement toujours déjà vers autrui, au-delà de toute clôture possible. Cette notion de diachronie est aussi le point d'appui dans la forte affirmation lévinasienne de l'attitude sceptique. C'est le scepticisme qui rend possible une pensée diachronique, c'est-à-dire une pensée qui, tout en restant synchronique en tant qu'elle doit être cohérente, n'a pas pour terme ultime cette même synchronie. Le scepticisme est capable de faire valoir positivement des termes contradictoires. La simultanéité qui est exigée pour que le terme contradictoire puisse s'exclure réciproquement fait défaut à cause de l'échappement temporel de leur alignement horizontal dans la synchronie cohérente et chronologique de la pensée. Le scepticisme insiste sur cette profonde dispersion des énoncés, cette extériorité d'un énoncé par rapport à l'autre, malgré tout le travail de synchronisation, qui en même temps reste l'unique mode cohérent de fonctionnement de l'énonciation thématique. L'attitude sceptique a l'audace d'affirmer, cette paradoxe langagière sans synthèse, la permanente incomplétude d'un énoncé suivi par un autre. C'est ainsi que le scepticisme fournit pour Lévinas la base d'une approche qui voudrait exploiter phénoménologiquement la diachronie langagière. Il faut souligner ici qu'il ne s'agit d'aucune dialectique, mais toujours et uniquement d'une diachronie sans progression verticale d'une étape à l'autre, sans Aufhebung, sans conservation aucune. La conception lévinasienne de l'histoire de la philosophie trahit de sa part cette profonde étrangeté à une considération dialectique et se présente comme une histoire où le philosophe, au lieu de dire l'opposé du philosophe précédent et d'atteindre un degré plus élevé tout en conservant le dit du précédent, est obligé à redire tout de nouveau, malgré la disponibilité synchronique historique des œuvres dans l'histoire de la philosophie. Dans cette histoire, chaque philosophe commence comme s'il était le premier, et au lieu d'un enchaînement dialectique, tout est gouverné par un profond manque de sûreté lors du cheminement, comme le dit Lévinas, dans lequel la communication entre philosophes non contemporains est tout sauf évident et doit chaque fois être obtenue avec peine. De manière identique est conçue la relation entre le dire et le dit. Sans qu'il y ait la place pour une dialectique dans la négociation du dire avec le dit, la diachronie fondamentale de la synchronie langagière ne mène pas vers la considération d'un langage plus pur, obtenu par des sauts et des synthèses dialectiques, mais reste dans l'inassemblable horizontalité de son déroulement temporel passif. Le travail de réduction phénoménologique qui doit mener au-delà de l'être ne mène pas au-delà du langage. La réduction du langage s'articule comme une alternance non synchronisable entre dire et dédire, entre trahison et sa réduction, dans laquelle la réduction ne peut jamais atteindre définitivement son but parce que, pour réduire la trahison, la réduction, elle aussi, doit passer par le langage qu'elle tente de réduire. Pour cela, tout en avançant dans l'exposition, l'ouvrage Autrement qu'être ne fournit jamais, comme déjà indiqué par Étienne Ferrand, un point d'appui solide sur lequel accumuler les résultats des étapes précédentes de l'exposition. C'est justement cette radicale horizontalité et la diachronie sans synthèse de l'écriture lévinasienne qu'il nous faut regarder maintenant de plus près pour saisir l'originalité de cette œuvre, de cet ouvrage en tant que geste. Nous avons dit que la signifiance de la responsabilité préoriginelle serait à rechercher uniquement dans le déroulement du dit même. On ne sort donc pas du langage en tant que système linguistique pour atteindre, hors de toute contamination langagière, une dimension pure de responsabilité, surtout parce que la responsabilité, elle aussi, répond dans le langage et du langage. Sans arrière-monde, sans aucune descente derrière le dit, la réduction phénoménologique s'accomplit dans le dit même, tout en récusant chaque fois cet accomplissement.
En ce sens, la transcendance de la responsabilité n'est pas atteinte grâce à une complète sortie de l'immanence langagière, mais se laisse atteindre en tant que la tension, en tant que le tendre du dit ontologique, dont la diachronie est l'abéance radicale de son extension. Pour cela, la trahison n'a pas le sens du voilement d'un langage authentique de la responsabilité par un parler inauthentique en termes ontologiques. Il n'y a rien dont on ne pourrait plus reconstruire la forme originelle comme celle d'une fresque effacée. Dans la réduction du langage par le langage, il s'agit seulement de condenser ou d'étendre de telle façon les termes que la transcendance apparaissent comme une profonde hétérogénéité, une dispersion d'extériorité en extériorité. C'est également dans le contexte du langage lui-même que se trouve bouleversée la question de provenance, de l'originalité, en tant que l'horizon de la synchronie langagière. Le problème du lien, d'où traduit la traduction, est détruit par l'embrouillement de l'ordre temporel du procédé linguistique et de son univoque linéarité. Pour Lévinas, cet embrouillement, cette anarchie des termes est aussi la condition pour que la réduction phénoménologique et la pensée diachronique ne retournent pas pour leur part en une souveraineté et en une maîtrise. L'anarchie de ce langage se tenant dans la diachronie s'articule comme, je cite, lutte et douleur de l'expression. Si en tant que cette peine du travail que le langage peut rompre ses conditions grâce au dire sceptique et dire une signification d'avant-lettre. En tant que lutte douloureuse de l'expression, l'exposition philosophique linguistique des conditions et inconditions du langage reste et se déroule en tant que parler anarchique, écriture qui travaille contre soi-même, mais pas à rebours, parce qu'il n'y a rien à chercher derrière non plus. Impossibilité du retour, obligation de continuer à parler, de ne jamais pouvoir dire un dernier mot, ni de recourir à un déjà dit pour présupposer quelque chose comme évident et pour avoir le droit à abréger ce qui est à dire, c'est la diachronie passive du langage dans la non-coïncidence radicale qui signifie déjà la transcendance de mon entrée dans la proximité de l'autre homme et la responsabilité involontaire qui m'oblige à répondre chaque fois de nouveau. C'est ainsi que, autrement qu'être, l'exposition philosophique synchronique mais respectueuse de la susdite diachronie devient œuvre et geste de cette diachronie qui m'aime, de cette diachronie qui me tend vers autrui par une responsabilité inépuisable. Autrement qu'être est indéléblement marqué par une temporalisation de l'exposition dans laquelle la juxtaposition des énoncés synthétiques, tout en suivant la logique de la pensée cohérente, procède sans cesse par une alternance en dialectique des deux ordres d'énonciation. D'un côté, nous avons les énoncés qui, sur la base d'une considération simultanée des termes contradictoires, contestent la possibilité d'un langage autre que celui apophantique. De l'autre côté, ces énoncés même sont contestés par les énoncés qui réclament une signification autre qu'exclusivement ontologique, en faisant appel à la diachronie du discours dans lequel tout s'énonce. Cette diachronie rendrait possible que, dans la synchronie de la mise ensemble de ces deux types prédicatifs en tant que contradictoires, le terme exclu puisse toujours revenir dans le prochain énoncé. C'est ainsi qu'en fin de compte, la procession de renversement en renversement s'avère se dérouler dans un unique registre langagier, celui uniquement possible, à savoir le discours synchronique par où tout se rassemble en intelligibilité et manifestation, y compris les manifestations phénoménologiques et sceptiques. La raison pour laquelle cette tension entre la profonde diachronie du langage et sa fonction synchronique devient philosophiquement compréhensible dans sa vigueur paradoxale, et que cette figure réside dans son ultime synchronie. Parce que c'est seulement la synchronie qui est capable de faire comprendre la diachronie de cette synchronie même. Ainsi, nous affirmons encore une fois qu'en parlant de traduction de trahison, il s'agit en réalité d'une traduction sans original. Parce que la réduction phénoménologique du dit au dire ignore non seulement une différence entre les registres d'expression et d'ineffabilité, mais aussi une différence matérielle des registres linguistiques au sein du langage même. La réduction travaille à l'intérieur d'un même langage qui subit uniquement des changements de perspective, tantôt en guise de sa passivité diachronique, tantôt en guise de sa faculté synchronique apophantique. Et c'est en ce contexte que je voudrais à la fin de exposer toucher à la question de la traduction d'autrement qu'être dans une langue étrangère. Dans le thème philosophique de la traduction, du dire en dit,
Le concept du système linguistique contient seulement formellement le facteur d'une multiplicité des langues empiriques. Or, dans le cas d'une traduction même matérielle du français spécifique d'autrement qu'être dans une autre langue, l'entrée en contact avec un système linguistique différent pose un problème réellement langagier. Ce problème se présente comme d'autant plus sérieux que les difficultés langagières d'autrement qu'être relèvent d'une extravagance syntaxique ou syntagmatique tout à fait particulière. À notre avis, dans le travail de cette traduction, la tâche la plus difficile n'est pas de trouver des concepts correspondants pour l'usage excessivement hyperbolique des noms évocatifs comme blessure, otage, obsession, traumatisme et persécution, par exemple. Par exemple, Gérard Bayache considère que la tendancielle élimination des verbes et l'amassement des noms évocatifs est cette caractéristique linguistique la plus marquante d'autrement qu'être. Par exemple, un passage comme celui, vulnérabilité, exposition à l'outrage, à la blessure, passivité plus passive que toute patience, passivité de l'accusatif, traumatisme de l'accusation. Il y a aucun verbe dans cette passage, et pour Gérard Bayache, c'est ça, cette évocation, invocation des noms qui marque l'ouvrage, mais peut-être c'est le problème le moins grave et c'est la tâche la moins difficile pour une traduction parce que ce sont des concepts qui sont bien traduisibles dans d'autres langues, ce ne sont pas des néologismes ou des jeux de mots. Il nous semble que plutôt la vraie difficulté consiste dans l'attention qu'il faut porter à la juste transmission de l'écriture diachronique, de la syntaxe paratactique de l'ouvrage, de la tension des verbes qui affirment et nient sans fin. C'est ce respect pour le spécifique caractère processuel du langage du livre qui, à notre avis, permettrait au texte traduit de fonctionner encore comme geste et comme œuvre que comme un ouvrage traduit parmi 1000 autres. Ce respect serait peut-être aussi, au moins dans ce cas particulier, le terme d'une traduction dite fidèle. Cette fidélité s'attesterait en premier lieu dans un maniement du texte qui ne laisserait pas devenir la traduction trop analytique, qui respecterait la parataxe à la fois dispersante et condensante, qui ne couperait pas les phrases pour plus de commodité, là où dans l'original, la difficile fluence serait la manifestation de la plus profonde préoccupation de l'œuvre. Lévinas ne manque pas de remarquer que, je cite, « Le discours interrompu rattrapant ses propres ruptures, c'est le livre ». Et c'est en ce sens qu'il affirme que l'écrit peut être considéré comme la réussite par excellence d'une totalisation du discours. Je continue à citer. Mais les livres ont leur destin. Ils appartiennent à un monde qu'ils n'englobent pas, mais qu'ils reconnaissent en s'écrivant et en s'imprimant et en se faisant préfacer et en se faisant précéder d'avant-propos. Ils s'interrompent et en appellent à d'autres livres et s'interprètent en fin de compte dans un dire distinct du dire. Ainsi, si malgré sa rayure de livre, le livre n'échappait pas à la totalisation, il n'y aurait non seulement aucune nécessité de traduction, mais aucune nécessité d'une lecture non plus. Or, la traduction d'autrement qu'être ne représente pas un travail de traduction quelconque, mais est porteuse de l'obligation spécifique qu'elles doivent non seulement traduire fidèlement la thématique du conditionnement du langage en tant que traduction et trahison, mais qu'elles doivent également se produire performativement comme cette négociation entre totalisation et interruption du discours. Le travail du traducteur serait donc à son tour la peine de redire et réécrire ce qui, même recueilli, synthétisé dans un ouvrage, s'écoulerait dans une propre diachronie. Traduction répondant de la même responsabilité que son original. Merci. Merci Lucas pour cet exposé qui, pour notre travail, est absolument tout à fait déjà la moitié du travail que nous devrions faire. Et, on n'entend rien. Et bon, si jamais on réussit à avoir un accès et traduire notre enquête, ce sera très content. Mais déjà comme nous allons traduire Lévinas, c'est une approche qui va nous permettre d'aborder le texte lévinasien. C'est un messe aujourd'hui. Voilà. Je pense que je donne la parole à Madame Secouler, qui
qui participent à notre projet. Et vous voulez dire, parce qu'il y avait des merci pour votre exposé très intéressant. Et je voudrais supporter la plupart de vos assertions. Et surtout qu'il ne s'agit pas d'aucune dialectique, qu'il n'y a pas aucun auhebo dans ce moment de dire, dire, etc. Mais en même temps, vous donnez une image très impressionnante que ce livre, autrement qu'être, c'est en production et pour qui il n'existe pas l'original. Oui, c'est une image très impressionnante et peut-être c'est une image très utile pour quelques buts. Je comprends, mais il me semble qu'il est trop, il est un peu très excessivement. Et pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas votre idée, mais il me semble que cette image donne l'impression qu'il y a ce texte en écrit, qu'il existe dans les ciels tunisiens, je ne sais pas, complet. Autrement qu'être. Ce texte, on ne peut pas écrire, parce qu'écrire, c'est toujours dit quelque chose. Et c'est ça, l'idée qui me plaît moins. Et il me semble que, autrement qu'être, c'est l'original. Et nous devons traduire cet original. Parce que, comme le souligne toujours, le dire exige le dire. Exige, parce que le besoin, le dire a besoin de dire, comme la relation éthique a le besoin de tiers. Et c'est pourquoi ce besoin est sur le niveau ontologique ou métaphysique peut-être. Et alors, puis, on sait que Lévinas a été un philosophe, qu'il n'était pas un visionnaire qui contemplait quelque chose inexprimable. Il a voulu appartenir à une tradition philosophique. Il ne l'a pas rejeté, il a essayé de transformer, mais il a voulu d'appartenir à cette tradition. Et c'est pourquoi, autrement qu'être, c'est le livre écrit. Et je peux dire aussi que Jérusalem a besoin d'Athènes. Et c'est pourquoi, encore une fois, comment faire, c'est le livre écrit. Et la tâche de mon traducteur, c'est de traduire cet original qui comprime toujours des recommencements, des recommencements, des renversements sur ses pas, etc., etc. Et si on discute les problèmes de traduction, par exemple, je veux dire qu'il n'y a pas un critère de traduction fidèle. Hélas, on peut exister des critères différents. C'est-à-dire que dans le cas meilleur, il faut avoir 2 ou 3 traductions différentes. Mais hélas, c'est pas... C'est dans le style platonicien. Dans le style platonicien, en Russie, il y a 3, 4, 5 traductions des commentaires. Présupposition d'essayer le platonicien, c'est trop fort pour nous. Et nous n'avons pas une traduction. Je ne crois pas à 2 ou 3. Je vais seulement rappeler François Ronswell qui a écrit que le problème de traduction
le travail de traduction, c'est un travail de développement de son propre langage. Et pour la traduction de l'autrement qu'être, il nous faut faire beaucoup de travail pour le développement du langage russe, parce que nous n'avons pas cette ambiguïté du verbe et du substantif. En russe, ce peut être ou verbe ou substantif. Et paradoxalement, ce qu'il nous manque, c'est cette ambiguïté, et il nous faudrait la créer d'abord, et pour que la dévoiler ensuite. Merci. Bon, oui, je peux répondre à ce que vous avez dit au début. En fait, je distingue ici deux concepts de traduction. D'un côté, la traduction est prise comme un thème dans l'ouvrage Autrement qu'être, au niveau philosophique, comme la traduction opère le dire. Et après, un autre concept de traduction comme la traduction linguistique du livre dans une autre langue empirique, disons comme ça. Et c'est pour cela que je n'affirme pas que Autrement qu'être n'est pas un écrit. C'est justement un écrit qui, dans son contenu, traite d'un thème de traduction. Mais il le traite en se déroulant comme un discours, comme un livre philosophique, justement. Et c'est pour cela que, voilà, je voulais distinguer entre ces deux concepts de traduction, et que je n'affirme pas nullement que Lévinas a intuitionné quelque chose en tant que visionnaire, et qu'il a traduit ça. C'est un livre qui traite d'un thème de traduction, et qui dit en même temps qu'il n'y a pas de possibilité de ne pas écrire ou de ne pas faire un discours, et que c'est dans ce contexte que le problème de traduction peut être traité. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, et le fait lui-même que Lévinas fait un discours comme ça, qui est absolument philosophique, qui n'a rien de mystique et de visionnaire, ça doit aussi au fait qu'il affirme, ou que je pense que c'est bien lisible dans l'œuvre, qu'il n'y a pas d'ineffabilité, que c'est pas un ouvrage qui, comme veut fournir une révélation de quelque chose de mystique qui se situerait au-delà de l'intelligible, de l'exprimable. Parce que c'est la plus forte affirmation de l'ouvrage, d'être écrit et de vouloir parler de cette horizontalité du langage lui-même, et de vouloir situer cet au-delà dans l'horizontalité même du langage. Non pas l'être peut être dit au-delà de l'ontologie, Autrement qu'être est au-delà peut-être de quelque chose, mais le langage lui-même n'est pas quelque chose qu'on peut quitter et qui permet un au-delà. C'est là que le langage n'est jamais quitté. Et c'est pour cela aussi que comment dire, oui, c'est justement ce caractère linguistique et cette réflexion sur le langage en tant que ce qui empêche à la fois l'autrement qu'être, et à la fois ce qui permet de dire c'est autrement, mais en travaillant le langage lui-même de façon un peu extravagante et en soulignant la diachronie même de son déroulement, que je pense que le but de l'ouvrage Autrement qu'être n'est pas de dépasser l'ontologie et d'arriver à un au-delà comme un peu d'un mysticien, mais de donner un vrai sens à l'ontologie. Le but, c'est de fournir un sens pour l'ontologie elle-même, le véritable sens. Non pas de compléter, mais de construire autour de l'ontologie ce qui le sauverait de sa tautologie, d'un langage de l'être qui
dit et manifeste l'être parce que le langage dit et manifeste l'être. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Yann. J'ai une question par rapport à... donc il me semble, une question que je me pose à l'issue de votre exposé, que vous avez d'une certaine façon intégré donc, la notion de dire dans une certaine pensée du langage. Vous avez parlé du rapport avec le dit. Et justement, l'originalité, peut-être que je lis moi dans Autrement qu'être, c'est que donc, il essaye de penser le dire sans dit. Et donc peut-être que c'est aussi donc, façon de sortir de la philosophie du langage. Et le dire sans dit, donc il y a des phénomènes entre guillemets comme la caresse, comme la souffrance pour rien, la souffrance gratuite. Et c'est des moments plus d'interruption du langage que des moments qu'on peut récupérer par le langage. Donc c'est soit c'est quelque chose qui précède le langage, soit c'est quelque chose qui interrompt le langage en tant que corrélation entre le dire et le dit. Et juste, donc la question que je me pose, donc est-ce qu'en fin de compte, donc est-ce que cette pensée du dire, est-ce que c'est encore une philosophie du langage? Oui, je préfère de le penser comme ça parce que je pense que la responsabilité, l'idée de responsabilité contient nécessairement en elle-même ce facteur de dire, parce que la responsabilité de dire qu'on répond de quelque chose et on ne peut pas répondre de quelque chose qui ne soit pas une réponse, qui ne soit pas une proposition. C'est bien sûr le phénomène de caresse et tout ce que Lévinas décrit peuvent être considérés comme quelque chose qui sort du langage en tant que langage empirique, comme ça. Mais je crois que quand même le langage au sens plus général qu'une langue est encore un langage qui doit puis être traité dans un ouvrage langagier. Et je pense à un endroit de Dieu qui vient à l'idée, je pense dans l'interview que fait Lévinas, où il dit qu'il se demande pourquoi il faudrait dire ce qu'on pense. Pourquoi il y a cette liaison entre penser et dire. Et que ce mouvement de synchronisation et de manifestation, de proposition qui est la pensée, de la cohérence, qui est la pensée, est nécessairement une proposition vers autrui qui répond dans le langage. Et je pense qu'on peut traiter différemment les phénomènes de la caresse, du contact non verbal, que c'est vrai que je n'en parle pas et que peut-être je l'ai refoulé aussi un peu, mais dans ce contexte où je prends mon point de départ du langage philosophique et du travail langagier, j'ai préféré de considérer, d'analyser la responsabilité quasiment uniquement en termes de langage. Merci. On a une petite remarque? Oui, j'ai justement voudrais merci pour un exposé très intéressant, à mon avis, qui m'est très proche, quand vous verrez immédiatement. Mais je voudrais simplement vous indiquer un article de Yelena Arseniyeva dans les revues philosophiques de Louvain, où elle parle de la poétique de Lévinas et la compare avec Mayakovsky, et moi je vais aussi dire les Tsvetaeva, et c'est exactement, elle cite les mêmes flux des énoncés, elle dit, c'est exactement, c'est tiré, c'est exactement comme chez Mayakovsky. Donc peut-être
c'est traduire en russe. On peut le faire, mais il faut rétablir en avant ces liens avec la poésie russe du début du siècle. En fait, je crois que c'est un problème. Parce que quand même, c'était son langue. Hein. Voilà, il n'y a pas un travail qui soit fait sur la pluralité des langues que Lévinas parle dans ses textes. Parce que d'un côté, il parlait le russe chez soi. Il avait un discours, disons, très français, parce que il expose ses idées dans une façon, dans la manière du discours académique français. Puis il y a le côté talmudique juif qui est très présent, comme une inflexion, un ton dans ces textes. Et moi, je crois que, à part les citations de Tolstoï et de Dostoïevski, les noms de Tolstoï, Dostoïevski et je pense aussi Pouchkine aussi, qu'il fait, il y a aussi une inflexion, disons, très, très russe dans son français. Comment dire, au sens d'une certaine pathétique dans le traitement du langage, d'une naïveté très dostoïevskien qui se mêle avec le discours français qu'il fait et avec le discours qu'il adopte du talmudique. Et oui, c'est un mélange qui devrait être travaillé philologiquement peut-être, parce que c'est non seulement intéressant pour la biographie, et c'est pas un biographisme qui serait en jeu, mais peut-être un côté essentiel de la pensée de Lévinas. Si cette pensée est essentiellement liée à son langage, en tant qu'elle se présente dans ses œuvres. Bon, merci. Je pense qu'on va passer à notre prochaine exposé.